Alors on va s'exercer enfin, on va avoir un exercice d'improvisation, peut-être avec quelque chose qui vous est tracé, c'est-à-dire faciliter le parcours du patient, comment et avec quels outils. Certains d'entre vous ont écouté depuis ce matin un certain nombre d'interventions. Donc des mots-clés, des éléments et des idées qui sont susceptibles de percuter et d'essayer d'avoir des propositions constructives et positives pour qu'on puisse avancer sur comment, avec quels outils, les relations publiques-privées, pour faciliter le parcours de soins du patient. Donc chacun d'entre vous représente une institution, une association, une administration, des fonctions qui sont prenantes. On vous remercie d'être là. Et donc, je ne sais pas si je commence par ma gauche ou par ma droite. À droite, je connais un provocateur né qui va commencer à nous mettre de l'ambiance, qui s'appelle Pierre Nicodème, qui est informaticien de très haut niveau, je pèse mes mots, et qui va nous dire un petit peu comment il perçoit. Il est là depuis ce matin. Donc, Pierre Nicodème nous dit un petit peu ce que tu penses. Donc, cette personne, notre papier, c'est super, c'est extra, c'est exactement ce qu'il faut que l'on essaye de faire avec quelqu'un qui prend des notes, qui est discret depuis ce matin et qui sera percutant. C'est Bernard Fontan, il est au fond du 3e rang là-bas. Il regarde un petit peu d'une façon soucieuse et il aura ses mots-clés. Donc, c'est l'homme de la situation. Et il nous restituera tout à l'heure une synthèse, j'en suis persuadé, percutante. Pierre Nicodème. Alors, je ne sais pas si je suis le provocateur indiqué, en tout cas, je vais tâcher d'être sage ce soir. Moi, j'ai appris la médecine avec Jean, avec Jean Bornarel, Jean Callot, et puis avec le Philippe Mantonex, et j'ai appris la médecine en 2013. Donc, je suis... quand je dis j'ai appris la médecine, j'ai appris à découvrir les problèmes de la médecine. Et de la pharmacie. Et je dois quand même vous dire que j'ai été appelé en ces termes, vous, la sale race des informaticiens et ingénieurs informatiques, informaticiens informatiques, vous nous emmerdez. Voilà, c'est à peu près sur les termes sur lesquels j'ai été abordé par ces messieurs qui par ailleurs sont extrêmement polis le reste du temps. Si vous adressez avec eux, vous ne pouvez jamais imaginer qu'ils puissent parler en ces termes. Et donc, pourquoi j'ai été approché par ces messieurs? C'est parce que ça fait 20 ans que je fais de la recherche en sciences cognitives, en informatique, en traitement du signal, tout ce qui permet de traiter de l'image, d'envoyer de l'image, de transmettre de l'image. Et je suis aussi quelqu'un qui est passionné par l'être humain au travers de ses usages, c'est-à-dire faire en sorte que l'être humain accède à l'informatique et aux sciences de l'informatique, non pas à cause des informaticiens, mais tout simplement parce qu'il en a envie. Et donc, quand on mixe des technologies et effectivement ce qu'on appelle des sciences dures, hein, Jean ne me contredira pas sur ce point-là, nous informaticiens, on manipule des sciences dures, eh bien, on doit pouvoir parvenir à fabriquer quelque chose, des technologies qui soient utiles aux gens. Et moi, j'ai fabriqué une technologie pour vendre de la lessive. J'ai fabriqué une technologie pour vendre des produits de grande consommation, pour faire des catalogues, pour faire tout un tas d'autres choses. Et j'ai aussi fabriqué des technologies pour permettre aux hommes, et aux femmes, aux hommes avec un grand H, de pouvoir assimiler de façon la plus fluide possible des grandes quantités d'informations. Et quand je leur ai montré cette technologie, parce qu'ils se sont penchés sur le sujet de mes travaux de recherche, parce que j'ai eu un tout petit souci avec quelque chose qui s'appelle le ministère de la Recherche, ils m'ont aidé à essayer de savoir quelque chose que j'avais totalement perdu de vue, c'est est-ce que ce que j'étais en train de créer avec mon équipe, c'était véritablement de la recherche, c'était réellement innovant, ou est-ce qu'on était tellement absorbé par notre bébé qu'on n'avait plus suffisamment de clairvoyance pour se rendre compte que ce qu'on faisait, c'était finalement très très peu de valeur. Et là-dessus, ils m'ont un peu rassuré en me disant « Pierre, il faut que tu arrêtes de te poser des questions stupides » après 6 heures de réunion et de présentation de notre technologie. Et j'en viens à la médecine, et Jean vient me voir, Philippe vient me voir, ils me disent « Pierre Nicodème, est-ce que vous vous rendez compte que la technologie que vous avez mis au point résolverait un nombre incalculable de problèmes dans le monde de la médecine ?» Et je leur réponds très honnêtement « Non, j'en sais absolument rien, parce que je n'avais pas créé cette technologie pour ça, et le monde de la médecine, celui qui est le vôtre, est quelque chose qui,
que j'ai appris à connaître assez plus profondément depuis 2013, mais que je ne connaissais quasiment pas, ou absolument pas, en tout cas pas dans tous les problèmes qui sont là ce matin. Alors, pour être court, j'entends depuis ce matin des gens, des initiatives, créer un énième système dans le système de santé. Une énième système ou base de données à l'intérieur de la base de données. Un énième dossier médical. Et ce que je constate avec horreur, c'est que vous vous dispersez. Là, je vais être un peu provocateur. Vous vous dispersez, mais la dispersion est un mal français. Pour faire plaisir à tout le monde, on saupoudre. On a donc un moyen global, général, on attend de Dieu, l'État, qui nous donne les moyens de faire. Donc le français s'exprime en général en ces termes, on n'a pas les moyens, on ne nous donne pas les moyens. Et puis l'État, pour faire plaisir à tout le monde et maintenir l'équité, puisque c'est quelque chose qui nous est cher depuis la Révolution française, on a une obsession de l'équité, mais l'obsession de l'équité ne permet pas de fabriquer des technologies de pointe. Résultat des courses, nous sommes l'Europe, le dernier pays à ne pas avoir de champion de la tech mondiale. Nous sommes face à des Américains qui sont des géants qui absorbent la totalité de nos données à longueur de journée. Nous sommes face aux Chinois, dont on parle un peu moins, mais qu'on appelle les BATX, qui font exactement la même chose. Et au milieu, nous on regarde les avions passer pendant des heures et des années à discuter. On est extrêmement fort dans l'introspection intellectuelle. Quand j'écoute les discussions qu'on a eues ce matin, on a une analyse d'une pertinence absolue sur nos problèmes. On est juste incapable de les régler. Et pour croiser la plupart de l'élite mondiale des ingénieurs en informatique, je peux vous dire qu'il n'y a pas un produit créé par les Chinois ou par les Américains dans lequel vous ne trouvez pas à la tête de la R&D ou dans les équipes des ingénieurs français. Ça me rend dingue. C'est-à-dire que notre capacité de création, d'imagination, notre système éducatif qui nous produit, nous, les ingénieurs français, eh bien, se dissémine à peu près partout sauf chez nous. Et chez nous, je vais vous dire un autre truc très provocateur, on garde que les mauvais, parce que les bons sont déjà partis. Un peu comme les médecins d'ailleurs. Donc, je vous avais averti. Hein. Donc, moi j'ai été élevé par des parents qui m'ont appris un truc débile, ça s'appelle le patriotisme économique. Donc j'ai fait l'inverse de tout le monde. Je suis rentré des États-Unis, il y a maintenant 20 ans, pour fabriquer de la technologie en France. C'est la plus grosse connerie que j'ai faite de ma vie, hein, je vous le dis tout de suite. C'est en dehors de tout fantasme et de volonté de faire dans mon pays et dans cette Europe que j'aime, c'est une vraie bêtise. Maintenant, j'y suis, j'y reste, comme dirait l'autre. Et avec plein de âmes ici, tout à l'heure on m'a dit, des gens qui connaissent un peu notre technologie, viennent me voir entre l'oreille et me dit « Pierre, tu as sans doute plein d'ennemis dans la salle ». Je lui dis « Oui, mais il y a une chose qui a changé. J'ai aussi beaucoup d'amis maintenant dans cette salle. » Et en ce moment, nous travaillons sur des choses profondes qui sont censées résoudre une très grande partie, et si j'étais, et je manquais un peu d'humilité, je dirais la totalité des problèmes qui ont été édictés ce matin, ou depuis ce matin, ou égrenés depuis ce matin, avec une technologie 100% française, fabriquée par des Français, financée par des Français et maintenant des Européens, et que très bientôt, je pense que cette révolution, je l'espère, elle sera au service des patients, qui reprendront le contrôle de leurs données, au service des médecins, qui pourront échanger cette donnée en toute sécurité, parce que très précisément, ils n'auront plus jamais besoin de messagerie sécurisée, ils n'auront jamais plus besoin de transférer à un tiers la donnée, la radio, la consultation, le rapport, quel qu'il soit que vous ayez pu produire, et que toute cette donnée, de manière ultra fluide et centrale, va pouvoir circuler les uns avec les autres, les uns au travers des autres, sans que vous ayez à vous poser de questions et que vous soyez concentré sur l'essentiel, le service aux patients, l'usage pour les praticiens et la collecte juste et nécessaire d'informations pour ceux qui ont géré les systèmes. Voilà, donc ce que je peux vous dire aujourd'hui et le message que je vous donnerai, c'est que on travaille aujourd'hui avec des gens qui sont l'avenir des professions de santé, on travaille dur et que dans quelques mois, normalement, vous devriez voir les premiers résultats de ce que nous sommes en train de produire au bout de 17 ans de R&D. C'est-à-dire que j'ai commencé mes travaux de recherche sur cette technologie à peu près en même temps que le dossier médical personnalisé, à l'époque ça s'appelait dossier personnel maintenant, a commencé. Donc il faut juste accepter une chose, c'est que quand on est en train de résoudre des problèmes complexes, la notion de temps est absolument essentielle. On ne résout rien en 3 ans, 3 mois. On résout la livraison des pizzas dans Paris en collant des puces dans les selles des vélos avec 3 millions d'euros.
On ne résout pas des problèmes aussi complexes que la fluidité d'informations de haute définition, d'imagerie et de contenu non structuré dans des systèmes d'information en 3 ans, c'est pas vrai. Donc, tout ça est plein d'espoir et je pense que le fait que vous soyez tous ici et que tous les gens soient sur cette chaise fait que nous allons y arriver, nous, les Français, avec beaucoup d'humilité, et j'insiste bien sur ce point-là, hein, c'est quelque chose dont on manque souvent, donc de l'humilité pour ensuite faire en sorte que ce qu'on aura trouvé ici, on le laisse et on le mette à disposition du reste de l'Europe, et je l'espère ensuite au reste du monde, quand ils découvriront que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, et que dans le 21e siècle, la propriété de vos données à titre personnel comme au titre des sociétés qui les opèrent est un enjeu de souveraineté. Et cette souveraineté-là, nous devons absolument la conserver. Merci. Merci Pierre Nicodème, je vous avais dit la provocation, donc j'ai bien entendu l'humilité, donc on serait maître du monde. Tu l'as pas dit fort, tu l'as pas dit fort. Jean-Yves Pourriard. Merci de passer en second. Voilà une mission bien difficile. Eh bien écoutez, j'en profitais pour faire un petit cocorico et ça m'a fait plaisir de voir, quand on parle des produits qui ne sont pas des produits élaborés en France, eh bien écoutez, au niveau de l'ordre des pharmaciens, c'est l'exposé qu'on a fait ce matin, écoutez, le DP est vraiment sorti de l'ordre des pharmaciens et avec le produit des cotisations des pharmaciens d'officine. Donc là, on est vraiment en direction française et en plus, qui va avoir une copie en Europe, c'est-à-dire en Belgique. C'était un petit peu pour répondre un peu à ce qu'elle a dit précédemment. Justement, comment un ordre comme l'ordre des pharmaciens qui réunit quand même tous les métiers de la pharmacie, que ce soit des privés comme dans l'officine, mais aussi des gens qui sont des salariés, des agents d'officine, mais aussi dans les établissements de soins, va pouvoir justement, et a pu justement, créer du lien et du décloisonnement professionnel. Le DP fait partie de ce décloisonnement professionnel pour l'ensemble, je dirais, au service de la population en fait. On a montré aussi ce matin que ce DP était important dans la conciliation médicamenteuse, mais quelque part, et là je vais un peu vous rejoindre, on s'aperçoit qu'à un moment donné, un outil qui est important, qui est bien installé en officine, à un moment donné patine un peu. Et notamment quand il arrive à l'hôpital, parce qu'il faut passer, pour arriver à l'hôpital, il a fallu passer par des expérimentations qui ont été d'abord uniquement dans un domaine, c'est dans notre session, puis bref, je ne vais pas passer les étapes, on va pas refaire l'exposé de ce matin, c'est pas le but, mais quelque part, une expérimentation longue pour enfin arriver à la fois à l'hôpital pour les pharmaciens et également les médecins. Et là, complication, parce que nos logiciels ne sont pas prêts du tout à recevoir cette application. Et de plus, un grand coup, mais que l'on peut comprendre dans un sens, mais comme on est français, naturellement, ça gêne. C'est-à-dire que l'Europe a décidé que les logiciels d'aide à la dispensation et d'aide à la prescription sont des dispositifs médicaux. Patatrac, l'HAS avait mis en place une certification. Je peux vous assurer que les hospitaliers ont largement participé aux réunions, j'ai même participé à cette réunion, et pour revenir à ma paroisse, on avait exigé que le DP puisse être intégré dans ces logiciels. Aujourd'hui, on revient à un système qui est facultatif, et c'est vrai que souvent en France, lorsque c'est facultatif, quand l'État ne dit pas « faites et pas autrement », c'est compliqué. Donc de ce côté-là, on a des difficultés. Ces difficultés, elles sont aussi naturellement générales avec nos éditeurs de logiciels. Parce que d'une manière générale, pour faire modifier un logiciel, c'est très complexe. Il faut envoyer des courriers, il faudrait pratiquement trouver des utilisateurs dans toute la France pour pouvoir faire modifier les choses, et c'est loin en fait d'être évident. Après ça, excusez-moi, on a aussi quelques soucis, on le connaît bien, mais une fois on le sait, on en a parlé aujourd'hui, c'est un petit peu le constat général. On a aussi à l'hôpital un empilement total d'applications qui ne communiquent pas entre elles. Et donc de ce fait-là, eh bien, écoutez, ça rend assez inopérant les choses. Alors donc je dirais qu'on a des moyens, on a vu aujourd'hui, et on a vraiment plein de plateformes qui se mettent en route. Il va falloir quand même qu'à un moment donné,
tout le monde puisse discuter ensemble, s'interconnecter, qu'on rentre dans une véritable interopérabilité. Je pense quand même qu'on en est un petit peu loin en janvier. Merci Jean-Yves Bourriat, Pascal Lalonde, président du Conseil de l'Ordre des médecins. Je vais revenir un peu sur le parcours de soins. Et l'enjeu de ce parcours de soins, c'est la meilleure prise en charge du patient et de son suivi. Et là, aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre est là pour veiller au code de déontologie. Et là, aujourd'hui, j'ai été emballé par tout ce que j'ai entendu. On a parlé sécurité, sécurité de l'information, sécurité des transferts de données. J'ai entendu fluidité, c'est des choses qui sont importantes pour nous, car l'enjeu, c'est que ce DLP soit utilisé par les médecins, soit utilisé par les patients, qu'il soit utile. C'est essentiellement ça que je voulais dire. Sandrine, bonjour. Alors, on n'a pas entendu beaucoup parler de clinique. J'ai un petit peu par Didier Le Jet, qui s'est surtout centré sur l'exercice médical. Mais votre point de vue en tant que directeur d'une clinique, d'une grosse clinique grenobloise, c'est intéressant à écouter. Ce qui m'a marqué, moi, alors j'ai pas pu venir toute la journée, mais ce qui m'a marqué sur les interventions que j'ai pu écouter, c'est que finalement on s'est beaucoup centré sur la fluidité du transfert de l'information. L'information, où est-elle, où est-ce qu'on est, etc. Et c'est la réussite du prochain DMP. Vous l'avez dit, probablement d'un changement de logique, qui est de dire, au lieu d'essayer de faire un truc parfait, essayons de mettre des briques autour du patient et que chacun aille se servir. C'est peut-être une bonne chose. Du coup, je me suis interrogée en fait en préparant cette table ronde sur le fait de dire pourquoi on en parle depuis si longtemps et ça marche toujours pas. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, l'hôpital c'est un empilement d'expériences informatiques. Pardon. Mais on avance, on recule, on s'aperçoit que ça ne marche pas, on y retourne, etc. Et je pense qu'effectivement, au-delà de la fluidité de l'information, il faut quand même s'interroger sur la nécessaire coopération des professionnels de santé à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que là aussi, la prise en charge du parcours du patient, si on veut qu'il soit fluide, il faut qu'il soit fluide en médecine de ville, à l'hôpital, et puis de nouveau en médecine de ville et jusqu'à domicile. Sinon, ça ne sert à rien. Donc on est bien dans quelque chose qui va nécessiter que la médecine ambulatoire, la médecine de ville, s'organise avec la médecine hospitalière, on va dire ça comme ça. Et là, c'est là que, à mon sens, les ennuis commencent dans la fluidité de l'information. D'abord parce que ce pays, et puisqu'on est à taper sur les caractéristiques de notre pays, est un pays légal et réglementaire. Donc on va vous dire ce qu'il faut mettre dans la lettre de sortie pour le médecin traitant. On va vous le dire précisément. Et moi qui représente l'administration, je vais en CME et là je vais dire à 150 médecins, vous allez rire, il faut 17 mentions obligatoires sur la lettre de sortie. Mais rien n'a finalement, enfin personne n'a interrogé vraiment pour savoir ce qui se passait entre le médecin traitant du patient et le médecin hospitalier. De quoi avait besoin le médecin traitant. C'est pour ça que je dis on a une vision légale et réglementaire des choses, et notamment de la fluidité du parcours du patient. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui marche. C'est des communautés de territoires qui se sont formées spontanément. C'est pas forcément des CP-tests tels qu'on les décrit aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est tellement réglementaire que ça va finir par ne pas marcher. Alors même que si vous regardez les réseaux qui marchent, parce qu'il y en a, les communautés hospitalières de territoire, c'est pas comme ça qu'elles s'appellent, qui existent déjà, et bien ça marche, les réseaux marchent, etc. Ce qui nous manque aujourd'hui entre les deux, c'est la coordination entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Et là, on aborde un deuxième sujet qu'il va falloir de toute façon traiter au-delà de la diffusion de l'information ou de la circulation de l'information, qui est que globalement, ces deux mondes se font concurrence. À un moment, on peut le regarder dans tous les sens. Si le mode de tarification est celui-ci, on se fera durablement concurrence. Je vous prends un seul exemple. On peut se dire que les urgences sont surchargées. C'est vrai. Et quand j'en parle avec le président du Conseil de l'Ordre, très honnêtement, on se dit c'est normal, effectivement, que les médecins généralistes ou les médecins de ville ne soient pas corvéables à merci toute la journée, toute l'année, etc. C'est normal. Donc effectivement, on regarde ça, puis on dit on va faire des consultations non programmées. Ouais.
Ce qu'on oublie, c'est que l'hôpital est tarifé au nombre de passages qui passent à l'hôpital et qui repart des urgences. Donc il n'a pas intérêt à le faire. Je vous dis, enfin, c'est très sûr, on ne fluidifie durablement le parcours du patient à partir du moment où on va réformer la tarification. La réformer vraiment, y compris dans les parcours de soins, ces choses enclenchées, ou en tout cas réfléchies aujourd'hui. Mais tant que vous aurez une opposition de tarification entre les deux mondes, privés et publics, on n'arrivera pas à rendre le parcours plus fluide. On continuera à se dire c'est la faute d'eux, mais finalement on n'avancera pas. La deuxième chose que je voudrais vraiment poser, c'est de dire il y a le décalage entre le droit et les idées. Les idées, on les a, vous l'avez dit, le Français est extrêmement intelligent, donc on a une très forte connaissance de ce qui se passe. On a, a priori, en plus, des bonnes idées sur ce qu'il faudrait faire. Et là, on a un changement légal et réglementaire qui est extrêmement long. Et le temps du droit est, pour les institutions que je représente, si vous voulez, extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut fluidifier le parcours du patient. Donc, il faut permettre aux médecins généralistes de venir à l'hôpital d'aller vers la vie. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Sauf que très honnêtement, sur le droit, sur le simple fait du droit, on ne sait pas faire. On ne sait pas, effectivement, en dehors du fait de louer des mètres carrés de l'hôpital pour accueillir des médecins libéraux, on ne sait pas faire. D'où cette nécessité, effectivement, d'aller sur une réflexion qui est évidemment du partage d'informations, mais également une vraie mixité, si vous voulez, des pratiques et d'une ouverture où on s'occupe du bassin de santé et loin des statuts des établissements qu'on représente, qu'ils soient publics, privés, non ou privés. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais passer. Merci. Alors, c'est un échange, comme on a fait à peu près 4 participants. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite? 1, 2, 3, 4, oui, puisque M. Lyon nous a rejoints. Est-ce qu'il y a des questions, là, brûlantes, pour nos 4 intervenants? Oui, Monsieur Herter, Docteur Herter. Monsieur Sombrel, est-ce que le micro, Jean-Michel. Est-ce qu'il faut continuer de faire des DMP ou il faut peut-être arrêter de se lancer dans une énième expérimentation, même si c'est plus de l'expérimentation, et attendre effectivement les nouveaux systèmes? Parce que si on est en train de réinventer le Minitel pour qu'ensuite on sait comment ça a terminé, voilà, dis-nous un peu ton opinion. Mon opinion est qu'il faut... Deux provocateurs ensemble, ça fait... On va rigoler. Il faut surtout pas arrêter le DMP, et je dirais même c'est tout le contraire. On n'arrête pas un début de quelque chose qui a mis 15 ans à commencer à espérer de fonctionner. L'enjeu de l'informaticien, ça va être à minima, être en capacité de récupérer l'existant, peu importe ce qu'on peut en penser en termes de qualité et de pertinence, le sujet n'est même pas là. Le sujet, c'est qu'on a un début d'usage. Donc il faut que cet usage persiste. Le deuxième sujet, c'est que si je vous écoute, vous avez l'air tous, en tout cas tous ceux qui ont réellement été jusqu'au bout de l'histoire, je sais que tu en fais partie, donc tu sais un peu de quoi tu parles, trouvent que l'outil est satisfaisant. C'est-à-dire qu'il apporte déjà quelque chose de mieux que ce qui existait avant. À partir du moment où il est satisfaisant, ce que je peux vous garantir, c'est que la génération d'après ne sera pas satisfaisante. Elle va vous ouvrir des champs et des perspectives que vous n'imaginez même pas. Alors toi, tu les connais un tout petit peu, ces perspectives, donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Donc non, la réponse est il faut continuer l'expérience qui est en cours. L'expérience qui est en cours traite d'un sujet qui est la donnée structurée, qui est la mauvaise façon d'avoir embarqué et pris le système. Mais l'avantage, c'est que c'est presque la meilleure façon, la façon la plus facile de récupérer l'existant. Donc, continuons et appuyons à fond sur la pédale du DMP en l'état et trouvons les solutions parallèles qui vont ensuite permettre une migration quasi transparente de l'existant. Merci. Alors, Yvon Merlière, qu'avez-vous pensé de cette journée et qu'est-ce que vous en retenez au travers de vos fonctions importante à la CNAM et puis votre
votre tour de France, parce que vous n'arrêtez pas de bouger, je suppose. Et je continue. Vous continuez. Demain, je serai à Savoyeux. Ah bah c'est la porte à côté. Oui, tout à fait. Donc, en fait, non, je retiens toujours des échanges, même s'ils sont parfois durs. J'ai eu des échanges très durs le soir avec des médecins après 23h30, et ça se passe pas toujours très très bien. Mais en tous les cas, je ressens en tout cas un push pour le faire. Et j'ai bien aimé l'échange que vous avez eu tous les deux là, parce que en fait, quand j'ai pris le dossier donc, à la CNAM en décembre 2014, donc, je suis allé voir le directeur informatique de la CNAM qui supporte les développements du DMP, et je lui ai dit comment tu vois la chose. Il me dit on n'est pas sous, il faut tout recommencer, partir de zéro. Alors je lui ai dit écoute mon vieux, parti comme ça, on va pas aller loin. En plus, il y a eu un audit externe sur le DMP actuel, sur la structure du DMP, indiquant que d'un point de vue informatique, ça tenait la mer. Il y avait des choses qui n'avaient pas, mais d'un point de vue structurel, ça tenait la mer. Donc je lui ai dit non, sûrement pas. On ne va pas partir, on ne va pas tout effacer, mais on va partir de l'existant. Je vais faire un tour de France. Et d'ailleurs, je vous avais vu à ce moment-là. Des médecins, des kinés, des infirmières, des hôpitaux. Donc les premières réunions furent très dures. Et pour essayer de trouver les éléments qui allaient sortir. Et c'est de là qu'a été construit la loi de 2016, le décret de 2016, pour redonner donc cette nouvelle heure. Et moi, en définitive, je retiens de cette journée deux choses principales. La première chose, c'est qu'il y a vraiment un besoin de partage de données. En fait, l'évolution des soins aux patients, l'évolution du mode d'exercice des médecins, l'urologue tout à l'heure disait c'est fini de travailler 90 heures par semaine, etc. Et mon médecin traitant me dit j'ai changé de médecin traitant parce que le patient est parti à la retraite, donc je pouvais y aller en consultation le samedi. Vous l'appelez à 9h du soir, il était présent. Le nouveau médecin traitant que j'ai consulte pas le samedi. Après 19h, il n'y a plus de consultation, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais en tous les cas, il y a une recherche de culture de vie complètement différente, et ce qui fait que la raréfaction de l'offre de soins, même si en nombre, comme l'a expliqué le médecin tout à l'heure, donc on est plus, il y a plus de médecins et plus de professionnels de santé maintenant que dans les années 70, plus, comme je vous disais, l'atomisation de la pratique des soins fait qu'on a besoin d'échanges d'informations. Et donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le foisonnement, et Pierre Nigomède l'a bien dit, le foisonnement des expériences, des portails. Donc, maintenant, il y a un portail par établissement, il y a un portail par service, il y a un portail global. Et à tel point d'ailleurs, c'est que si vous lisez le rapport Pont-Coury sur l'évolution de la e-santé, il parle justement d'un espace numérique de santé unique du patient, justement pour raccrocher tous ces éléments. Donc il y a bien une évolution vers un besoin vers cette uniformisation. Alors, en tous les cas, il y a besoin d'échange, il y a besoin de partage, mais il faut que ce soit fluide. Et au niveau technique, effectivement, la difficulté, c'est que si on attend d'avoir le meilleur niveau de technique, on n'arrivera jamais. Donc il y a un moment, il faut se poser, effectivement, pour améliorer les choses. Mais quand même, le deuxième élément que je voulais signaler, c'est dans tout ça, et on l'a vu dans les débats, il y a l'humain,
et notamment la réflexion sur c'est quoi un médecin qui passe son temps derrière l'écran et le clavier et le patient est à côté, il demande quel est le temps qu'on passe auprès du patient. Donc là, effectivement, il y a un phénomène important qui est de savoir comment retrouver la qualité du soin et redonner de l'humain dans le soin et ne pas en faire uniquement un échange technique, même si, effectivement, saisir une information, comme le disait la directrice générale du CHU ce matin, saisir de l'information participe aux soins. Mais effectivement, il faut l'échange, on l'a vu dans les expériences qui ont été présentées, l'échange et l'écoute du patient est aussi important et il ne doit pas être amputé. Et ce qui me fait penser derrière, c'est que par rapport à tout l'ensemble de ces systèmes, en fait, c'est la logique du soignant dans tout ça. Et ça me fait penser à une remarque qu'on m'avait faite un soir en me raccompagnant à l'ascenseur. En général, c'est toujours après la réunion, quand on vous raccompagne à l'ascenseur, on vous dit les mots les plus importants. Et ça, alors là, il faut rester à l'écoute. Et un médecin me dit, écoutez, il m'avait expliqué avant tous les cas problématiques qu'ils avaient rencontrés parce qu'il n'y avait pas eu d'échange de patients avec de cas de décès parce qu'on ne savait pas que tel patient était allergique à tel médicament ou avait une insuffisance respiratoire forte, etc. Et donc que la personne, malheureusement, le papy était mort sur la table d'opération parce qu'on ne savait pas. Il dit, ouais, mais on ne savait pas, le papy est mort, bon, et tout le monde savait qu'on ne savait pas. Donc, d'ailleurs, personne ne revient là-dessus. Maintenant, avec les systèmes d'information que nous avons, le DMP, en fait, je ne pourrais plus dire « je ne savais pas ». Parce que cette information, quelque part, elle est dans un dossier. Et donc, comme je dois rechercher par tout moyen les éléments qui concernent l'état de santé du patient que j'ai à traiter, et en fait, je n'ai pas été dans la totalité des systèmes d'information qui me permettaient de... Et donc, il y a un frein psychologique, et c'est ça qu'il va falloir retravailler, notamment, je suis heureux que le Conseil de l'Ordre, un représentant du Conseil de l'Ordre soit là, parce que, en fait, c'est comment protéger aussi le soignant par rapport à ces éléments-là, mais aussi de l'aider à aller vers ce partage d'informations, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que sans partage d'informations, on ne peut pas bien soigner les patients dans de bonnes conditions. Et c'est cet équilibre qu'il faut que nous trouvions entre technique, l'évolution de la technique, mais ça, on a la vie devant nous pour faire évoluer, technique, l'humain, donc garder du temps pour le patient, et puis la protection du soignant pour l'aider à utiliser ce système d'information et qu'il ne croit pas que ces systèmes d'information sont des kalachnikovs contre lui. Et je me souviens un jour d'ailleurs que j'ai travaillé à la PHP, au début on mettait en place le PMSI, et un jour le président de la CME, qui n'était pas toujours favorable avec le PMSI, on avait une injonction de la ministre, qui était Simone Veil à l'époque, de mettre en place le PMSI, donc il fallait le faire. Et le président de la CME dit, moi je suis pour, je veux bien du PMSI, mais pas du PMSI PM. Alors, tout le monde s'est regardé, oui, pistolet extérieur. Donc que le système d'information que l'on mette en place, effectivement, ne soit pas une arme contre le soignant. Et c'est ça qu'il faut chercher l'équilibre entre ces éléments. Merci Yvan Merlière. Je donne la parole à Jean-Pierre Zarski. Jean-Pierre Zarski est PUPH, il est représentant et professeur des universités, praticien hospitalier, gastro-entérologue de son état, de sa fonction, et président de la commission médicale d'établissement du SUGA. Si j'ai bien compris, la table ronde, c'est quand même communication ville-hôpital. Ben, tu as bien compris.
Et j'ai aussi bien compris que l'hôpital est souvent accusé de deux choses. Tu as bien compris. Un, il refait des examens qui ont déjà été faits en ville. Deux, il ne transmet pas de l'information, en particulier à la sortie du patient. Vous n'avez pas osé le dire, mais... On l'a pas dit fort. Mais j'ai bien compris. Alors, vous avez dit quand même quelques âneries, donc je les reprends tout de suite. Première ânerie, c'est très rare que les médecins français quittent le territoire et aillent travailler ailleurs. Pour avoir bossé aux États-Unis, il y a très peu de médecins français aux États-Unis. Ils vont dans des pays à sous-valeur, on peut le dire, mais pas dans les pays à plus grande valeur ajoutée, ça c'est affaire. Deuxième chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est l'application des systèmes entre eux, parce qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits ces dernières années, et nous, le système qu'on met en place à Grenoble, qui commence à fonctionner, qui est le même que celui de Lyon, ici, permet des interconnexions. Il y a quand même des progrès importants qui ont été faits. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes confrontés à une médecine qui a considérablement évolué. Nous avons d'une part la médecine aiguë, pas de souci, mais surtout nous avons les pathologies chroniques. Et je crois profondément au DMP pour les maladies chroniques. Ce d'autant que les maladies chroniques, ce n'est pas seulement des médecins qui vont être concernés, ce sont des professionnels de santé. Ce qui a été exposé assez bien par le président de la République la semaine dernière, par exemple les infirmières de pratique avancée. Donc on va avoir besoin d'un outil qui permette au patient qui est au centre d'être connecté évidemment à son médecin, et au-delà, il sera connecté à des paramédicaux. Donc je crois profondément au DMP, ça c'est la première chose. Par ailleurs, je pense qu'il faut que nous progressions, en effet, en ne refaisant pas des examens inutiles, en particulier aux urgences, on est bien d'accord, mais aussi dans les services d'hospitalisation, dès qu'un patient y arrive. Deuxièmement, dans la lettre de sortie. Et ça, c'est ce qu'a recommandé l'HAS, Mme Agnès Buzyn, quand elle était présidente de l'HAS, c'est-à-dire la lettre à J0, qui est une lettre assez simple, contrairement à ce que vous dites, assez simple. Ce qui est le plus important, c'est le traitement à la sortie. Parce que vous savez très bien que quand le malade sort, il va immédiatement voir son médecin traitant, il a besoin du traitement, la conduite à tenir, et en particulier les consultations à venir. Voilà, ça c'est les choses les plus importantes. Donc on peut faire une lettre de sortie. Notre responsable de la qualité au CHU vous l'a expliqué, je crois que c'est vraiment, vraiment possible. Je pense donc qu'on peut progresser assez vite dans ce domaine. Deuxièmement, vous nous dites on a intérêt à avoir des patients à l'hôpital et pas les faire sortir. Je n'y crois pas, je pense qu'on est submergé de patients. Vous avez vu qu'il va y avoir une incitation pour les patients aigus, les moins graves, à revenir le plus vite vers leur médecin traitant. Je trouve que c'est une très bonne incitation. Il n'est pas obligatoire de garder aux urgences tous les patients, en particulier les moins graves. Je pense donc qu'on va aussi progresser dans ce domaine. Au total, moi je pense qu'on est, et c'est quand même été le message de la semaine dernière, on est vers un engagement médical collectif. L'exercice isolé va progressivement disparaître. Il est pluriprofessionnel également. De plus en plus, il va être pluriprofessionnel. Nous ne pourrons pas prendre en charge, les médecins en particulier, toutes les maladies chroniques. Donc, le DMP va être au centre du jeu pour moi. Il n'a pas besoin, comme vous dites, d'être une usine à gaz. Partons avec ce qu'on a, et puis on verra bien au fur et à mesure des ans, parce que quand on veut refaire le monde régulièrement, on n'y arrive pas. Donc, je crois profondément à cela, et je pense qu'il progressera au fur et à mesure du temps. Et d'autre part, je voulais répondre aussi à madame, on va avoir une incitation à la tarification par cours, par exemple pour le diabète, et l'insuffisance rénale chronique au départ, puis probablement l'insuffisance cardiaque, etc., dans les maladies chroniques. Donc la tarification à l'activité, on va quand même en sortir progressivement, c'est une bonne chose, elle est très applicable pour la l'appendicite aiguë, tout ce que vous voulez, elle est moins applicable pour les maladies chroniques, donc je pense qu'il y a quand même des voies de sortie d'un système qui était en partie, c'est vrai, absurde, mais qui va s'améliorer au cours du temps. Donc au total, moi je suis assez optimiste quand même pour l'avenir. Merci. Bernadette de Boiran, votre sentiment là D'abord, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui et je suis très contente d'avoir assisté à toutes ces présentations vraiment passionnantes. Je remarque une chose, c'est que le document d'annonce de la journée s'appelle « Faciliter le parcours du patient » et la conclusion de la journée, c'est le DMP. Je suis très contente de ça, parce que en fait, on a l'impression que enfin les choses bougent. Et pour ne pas me citer moi-même, mais je crois que tous les dysfonctionnements que j'ai plus ou moins suggérés dans mon exposé de ce matin reviennent à ça, en somme. Un manque de cohésion dans les informations qui se prennent un petit peu de partout. Alors, ça mérite
un gros travail de plusieurs années, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Mais l'impression que j'ai, moi, je ne suis pas d'accord que cette feuille de sortie, elle soit lisible. C'est pas vrai. Elle n'est pas lisible et il y a des copies-collées partout, elle est tout le temps pleine d'erreurs. Et j'ai vu par ailleurs, je ne sais pas, regardez-en une seule, vous verrez. Et par ailleurs, si vous la pratiquez tous les jours, bien sûr, la feuille de consigne qui circule dans les services où on dit qui doit faire quoi pour remplir cette feuille de sortie. Cette feuille de service, c'est un exemple de verrue regreffée au fur et à mesure du temps sur un premier document qui déjà tenait pas debout. C'est un petit peu comme le bâtiment Michelon, on élargit un peu les portes des toilettes parce que les fauteuils passent pas, et puis on refait un peu les sols dans certains endroits qui sont encore des années 70. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne peut pas démolir le bâtiment et tout refaire du neuf. Pour les feuilles de sortie ou pour les documents de communication entre l'hôpital, qui est un monde d'initiés, et l'extérieur, qui est les patients d'une part, et même les médecins de ville d'autre part, il n'y a pas besoin de tout démolir, mais je crois qu'il faut reprendre les choses en se disant ces documents de communication doivent permettre de communiquer. Ce n'est pas toujours le cas pour le moment. C'est l'impression que j'ai. Je ne suis pas du tout objective. J'ai aussi un peu une réputation de râleuse. Donc, excusez-moi de cela. C'est bien. Alors, c'est l'institutionnel à la fin des débats. Juste, je salue quand même le haut niveau des débats, de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce que j'étais très impressionnée par la qualité des présentations, mais aussi par la qualité du dialogue. Et finalement, beaucoup de choses qui ont été dites convergent. J'ai entendu, je ne sais combien de fois, des choses qui sont des produits DMP compatibles. On va aller vers du DMP compatible. Dans l'annonce politique de la semaine dernière, il y a des choses évidemment très importantes qui ont été dites, et ce n'était pas tout à fait neutre que le discours a commencé par parler de l'ambulatoire. La grosse problématique de l'organisation du système de soins en France, elle est celle d'un hôpital qui est submergé, qui a ses contraintes, qui a ses difficultés, mais elle est celle d'abord d'un aval qui doit se structurer pour se coordonner et pour parler ensemble, pour faire que les professionnels se parlent, travaillent ensemble. Et évidemment que la question des données est au cœur de tout ça. La question des données, elle va aller très vite vers l'outil universel. De la même façon que plein de choses, l'outil universel. Et donc le DMP emportera au bout du bout cette course de systèmes qui sont de plus en plus communicants, mais il y en a beaucoup, pour la bonne raison que le malade lui-même, qui est l'assuré social et qui est la personne humaine qui vit aujourd'hui, eh ben, il bouge, il ne reste pas au même endroit, il n'arrête pas de bouger, on change de profession en France. On voit des assurés sociaux à longueur de journée dans nos services, ils vont changer 10 fois de métier dans leur vie, ils vont changer d'endroit, ils vont changer de médecin, ils vont changer d'organisation. Le dossier, il va devoir suivre ces mutations des personnes, il va être un dossier qui va devoir être adapté pour tous ces défis. Et de ce fait, il faut bien qu'il y en ait un, et rien qu'un, et qu'il soit configuré le mieux possible pour qu'il convienne à tout le monde. Et c'est en fait vers ça qu'on va, d'essayer de trouver le système qui va convenir à tout le monde, et qui va devenir le système universel, et le dossier finalement universel, partagé, mais pour tous et universel. Et quand on a, c'est un peu de ce dont on pouvait rêver il y a beaucoup d'années. Hein. Moi j'en ai rêvé de ce DMP en tant que médecin, mais j'en ai rêvé en tant que patient, tout simplement, parce que j'ai beaucoup bougé, et j'ai perdu mes papiers, comme tout le monde, et j'ai évidemment cherché, pour avoir eu quelques accidents de santé quand même, et ben, cherché mes papiers au milieu de trucs que j'avais perdus, voilà. Il y a eu un dossier, et l'autre élément, il est sociologique. C'est que, évidemment, la transformation la plus profonde, et celle dont on ne parle pas assez, c'est celle que les usagers portent, c'est que le dossier, une fois qu'il va exister, ce DMP, c'est le changement sociologique profond qu'il est la propriété du patient, d'un patient qui devient décideur de sa santé, qui devient un acteur majeur de sa santé. Dynamique. Et voilà. Et ça, cette révolution sociologique-là, eh bien, on compte beaucoup sur les représentants des patients, pour nous aider à cette transformation-là. Parce que là, on va avoir un autre visage de la santé, un autre visage de la médecine,
et qui va faire peut-être que, dans un peu d'humilité, chacun va reprendre sa place, les hospitaliers, les médecins, et que peut-être on remettra un peu le patient très fort au cœur du débat, et en tout cas qu'on lui donnera les moyens d'exercer ce que demain il va faire, c'est-à-dire exercer son droit à la santé et d'en être l'acteur principal de sa santé. Alors, je vois donc Georges-Henri Lyon, qui a donc je dirais, bénéficié un petit peu de la vie de tous les participants, pour nous dire qu'est-ce qui va se passer maintenant que vous avez entendu. Vous avez un carnet de route tout tracé là. Il suffit simplement de revoir les mots-clés pour que le Suga puisse être un exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Puis alors après, nous demanderons à Bernard Fontan, qui est toujours discret derrière, de faire une synthèse. Il n'est pas ni médecin, ni pharmacien, ni infirmière, ni rien. C'est pas qu'il est rien. C'est qu'il est naïf et en général assez percutant. Il a eu de très grosses responsabilités dans une industrie proche de Grenoble. Et oui, en général, il est très percutant. Donc je lui fais confiance et sans concession. Donc on l'écoutera. Je demandais à Jean Bornarel de faire une petite conclusion sur la UEG, ce qu'il a ressenti, en l'absence de Malek, il n'est pas là. Si tu veux bien parler de la UEG, tu as été président pendant très très longtemps, tu as assisté, tout à l'heure après Bernard, s'il te plaît. Après Bernard, oui, pour la conclusion de la conclusion. Monsieur Lyon, très rapidement. Je serai très bref, effectivement. Alors, je rebondirai sur un point qui a été fait. Est-ce que le cadre légal et réglementaire est si lourd en France? On peut se poser la question de manière sur son homogénéité. Parce que si vous parlez à des Danois sur l'organisation du système de santé, vous avez besoin, quand vous êtes Danois, d'aller aux urgences, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller. Vous appelez un numéro de téléphone, il vous indique, en 80% des temps, et c'est un médecin généraliste qui le fait, que vous pouvez attendre le lendemain pour aller voir votre médecin traitant, et il indique au médecin traitant que ce patient, qui fait partie de sa cohorte, il y a 1600 patients en charge, que ce patient va le voir le lendemain et qu'il doit le voir. Donc il doit lui faire une place dans son agenda, et c'est prévu comme ça. En revanche, évidemment, s'il y a une urgence, il aura l'autorisation d'aller aux urgences. Et s'il y a une urgence absolue, il y a une ambulance qui sera envoyée. On n'a pas cette situation du tout en France. On a un cadre extrêmement libéral. Et donc on doit faire, et ça a été dit la semaine dernière par le gouvernement, avec ce cadre-là, parce qu'il ne va pas tout de suite changer, compte tenu des éléments que vous avez bien en tête. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut mieux structurer en fait, des liens entre les médecins libéraux, les services de notre hôpital, par exemple le CHU. Est-ce que chaque praticien peut faire aussi cette démarche de faire ce contact avec les médecins traitants ou les médecins spécialistes en ville? Est-ce que aussi à travers les regroupements de médecins libéraux, il peut y avoir aussi des interlocuteurs pour faciliter cet échange? Aussi de notre part, et ça a été dit, est-ce qu'on peut améliorer notre transmission d'informations à travers par exemple une action qu'on met en œuvre qui est l'amélioration de la lettre de liaison, le fait qu'elle soit transmise H0, effectivement, comme ça a été dit. Donc c'est évidemment des choses qui sont pas simples, mais qui sont dans la coordination, puisque effectivement le cadre légal et réglementaire n'est pas si fort que ça. Pour terminer, c'était un poète du XXe siècle, Rilke, disait « Le monde est sans espoir, mais il faut tout faire pour le changer. » Bon, je pique une idée à Jean-Michel Herter, qui est donc un homme de terrain. C'est une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les derniers intervenants? Et Jean-Michel, au cours de nos discussions passionnées, jamais limitées dans le temps, l'autre jour il me dit, moi je rêve que les biologistes ne m'envoient plus rien, que les radiologues ne m'envoient plus rien, que les pharmaciens ne m'envoient plus rien, et qu'ils mettent tout dans le DRP. C'est le hein?
Oui, tu es encore dans un rêve? Ou tu es dans le cloud, toi, tu es un peu. Hein, tu es un petit peu plus dans le cloud. Donc ça va plaire à Pierre Nicodème d'être dans le cloud. Et tu me l'as dit quand même. Tu ne l'as pas dit comme ça? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est possible, Yvon Merlière? Oui? Demain matin, Pierre Nicodème, toi tu dis oui. Toi t'as dit oui, toi t'as dit oui. Ce qu'il faut, c'est éviter tous ces réseaux qu'on entend. D'accord, bon. Et là, on est parfaitement d'accord. Donc on est d'accord. La multiplicité des réseaux, il faut effectivement atomiser le BNP de manière à ce qu'on puisse réfléchir dans notre pouvoir, comme médecin. Et puis également, on a besoin de gagner du temps médical aujourd'hui parce qu'on est pressé. Donc il faut de la productivité médicale, et ça, on ne pourra l'avoir qu'avec le DNP. Et pour autrement. Ok. Jean, la biologie a répondu tout à l'heure. Oui. La biologie a répondu. Oui, c'est pour ça. C'est vrai. Pierre Nicodème, 15 secondes. Il y a des serveurs, 30 secondes. Qui stockent sur les serveurs, on ne les a pas forcément. Je voudrais revenir sur un point important que vous devez tous avoir en tête et qui revient à ce que Madame disait tout à l'heure. Quand j'ai commencé des travaux avec les gens qui travaillent aujourd'hui sur ces sujets du dossier médical personnalisé, j'ai commencé de manière assez sévère et assez provocatrice, comme d'habitude certains vont dire, en leur disant la chose suivante. Je suis prêt à travailler avec vous si vous acceptez l'idée que vous ne serez jamais en mesure de collecter toute la donnée que vous avez imaginé jusqu'ici, vouloir et pouvoir connecter. Si vous imaginez que vous allez devoir déposer de l'information dans un système, et sans rien demander au praticien, sans même lui afficher un énième formulaire à remplir qui doit lui donner du temps pour le patient, et ensuite faire confiance à la fois à l'usage, qui fait qu'un praticien qui a envie de pouvoir partager ou qui a besoin d'échanger son information avec un autre, naturellement va augmenter cette information en y ajoutant l'information qu'il estime être celle juste et nécessaire, mais lui, pas ceux qui décident tout en haut. Et la deuxième, c'est que les sciences de l'informatique progressent suffisamment pour que les machines remplissent à notre place ces fameux formulaires qu'aucun être humain n'a envie de remplir. Et donc faire confiance à l'évolution des sciences dans le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point extrêmement important, c'est ces fameux cadres réglementaires. J'entends que monsieur dit que notre cadre est relativement souple. Je ne partagerai pas grandement cet avis. Et par contre, il y a une chose qui est une réalité que vous avez soulignée, madame, et qui est le résultat, en fait, des systèmes qu'on a mis au point. Les systèmes qu'on a mis au point, parce qu'ils sont français, sont parfaits. Notre sécurité est parfaite. Elle est tellement parfaite qu'elle en empêche les usages. Nos droits, le droit à l'information, le droit à la propriété de l'information est tellement parfait qu'il empêche même la création de l'information dans des systèmes souverains. Le résultat de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et moi je découvre ce monde avec vous qui est le vôtre, le nombre de médecins que j'ai rencontrés, qui mettent en avant une chose essentielle pour eux, le serment de sauver d'abord et avant tout le patient, et donc de s'occuper de lui, quelles que soient les prérogatives et les contraintes qui pèsent sur lui, font que beaucoup de contenus d'information finissent dans un Gmail, parce que Gmail de chez Google accepte une pièce jointe de 15, 10, 20, 30, 50 mégas, 100 gigas, que je dépose la vidéo sur YouTube de l'IRM parce que je vais pouvoir quand même la visualiser et que si c'est si important que ça de pouvoir la partager, je vais le faire quand même. Et quand vous avez fait ça, vous avez sauvé le patient à l'instant T et croyez-moi, vous l'avez tué à T+1. Et donc, il va falloir que nos juristes, que nos gouvernants, nos politiques, que le citoyen accepte le fait que tant que nous aurons des systèmes aussi complexes, aussi juridiquement parfaits et aussi sécuritairement aboutis, nous allons continuer de donner notre âme au diable, c'est-à-dire la donnée, votre donnée, celle qui vous est personnelle, à l'ensemble de l'écosystème des GAFAM. Et la chose première et prioritaire que nous devons éviter, c'est celle-ci. Donc je dis la chose suivante, même si demain, le DMP n'est pas aussi sécurisé que ce qu'on aurait aimé, ne répond pas à toutes les prérogatives juridiques qui sont celles qui ont été définies, eh bien ce sera toujours bien moins pire que d'avoir mis une pièce jointe dans un Gmail pour l'envoyer à un praticien pour avoir son avis. Ça, c'est ça que vous devez entendre ce soir. Merci.
Tout à l'heure, j'ai parlé de sécurité, et là, vous vouliez pour dire ce que je souhaitais dire tout à l'heure. Il faut le DMP, pour qu'il soit intéressant, pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit structuré. Et c'est ce qu'il va falloir définir. Tout à l'heure, vous parliez d'information, monsieur. L'information, elle tue l'information. Si on a un DMP où on a une liste de lettres de sortie d'hôpital, ça ne servira à rien. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, le médecin traitant, il remplisse ce DMP avec les antécédents. On reçoit des comptes rendus opératoires, si on n'est pas dans les antécédents que le patient a été opéré, on ne le saura pas. Donc, si on ne sait pas que le patient a été hospitalisé en insuffisance rénale, et si on n'est pas dans les antécédents, ça va être perdu dans l'information et ça ne servira pas. Donc, à un moment, il va falloir quand même rester vigilant par rapport à toutes ces informations qu'on reçoit, et il faudra bien qu'à un moment, le médecin traitant, souvent ce sera lui, remplisse ce DMP. La fluidité, c'est un peu ça également. Ça s'appelle le volet médical de synthèse, c'est ça. Que le médecin. Allez, les professionnels, le parcours de soins, effectivement, le compte rendu cardio, il faudra bien que ce soit le cardiologue quand même qui le pousse dans le DMP. Oui, non, mais il poussera la lettre, mais insuffisance cardiaque, il faudra bien le marquer, il faudra bien qu'il y ait une synthèse à l'eau. Bien sûr. Il faut bien qu'il nous reste un peu. Viens là. Je veux bien, mais... Non, je vais rester ici, ça m'embêterait quand même que la voix de la médecine libérale puisse s'exprimer. Je voudrais rebondir sur une seule chose. On est tous d'accord, le DMP, M. Merlière, on va nourrir ce DMP. Et je voudrais juste réagir sur l'intervention de Madame la représentante de la commission des usagers, je crois, quand vous avez, avec un petit sourire, critiqué un peu certains documents qui maintenant devaient être de plus en plus pléthoriques, qui sont des copier-coller, qui sont difficilement utilisables. Nous aussi, du côté de la nourriture du DMP par les médecins traitants, il faut qu'on puisse aussi faire un élément indispensable, c'est une synthèse régulière, parce que si ce DMP n'est pas mis à jour, s'il n'y a pas une synthèse régulière de ce qui s'y passe, eh bien, ça ne marchera pas mieux. Donc le problème, c'est de savoir qui fera cette synthèse et quels moyens on donnera pour pouvoir faire cette synthèse. Merci. Tu as raison. Merci de ton intervention. Bien, merci.